Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Clovis, Charles Martel, Saint-Louis, quoi Saint-Louis? Non, pas Saint-Louis. Jeanne d'Arc, peut-être. Colbert, ah non, pas question. Louis XIV, non, parle plus de ça. L'histoire de France, c'est pas ça. Ah bon? C'est pas ça? Eh bien, un historien qui nous en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Historien en question n'est autre que l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite sur Sud Radio Dimitri Casali, historien spécialiste en particulier de Napoléon Bonaparte et auteur de ce livre qu'il nous présente, Le Grand Procès de l'Histoire de France. C'est publié chez Robert Laffont. Dimitri Casali, encore une fois, franchement, je ne comprends pas que vous fassiez un si mauvais esprit, alors que vous nous parlez quand même de... Oui, d'accord, ils ont eu leur place, les Clovis, les Charles Martel, les Saint-Louis, les Jeanne d'Arc, les Colbert, les Louis XIV, les Voltaire et autres. Mais franchement, cette pédagogie qui consiste à pratiquement ne plus en parler pour parler uniquement des coloniaux, effectivement de cette France colonialiste, raciste, de tous ces gens qui n'ont fait que ça, qui n'ont rien apporté d'autre, bien sûr. Dites-moi, vous avez regardé, est-ce que la première question que je vais vous poser dans votre livre, je le recommande évidemment, Le Grand Procès de l'Histoire de France, parce que ça remet beaucoup de pendules à l'heure. À quoi ça tient? Qu'est-ce qui a fait, est-ce que c'est une lente dérive qui a fait qu'un certain nombre de gens, moi, effectivement, à l'école, on les enseignait, on les apprenait, on sait, du petit tambour-bara à Charles Martel, à Clovis, à Jeanne d'Arc, il n'y avait pas de problème. Qu'est-ce qui a fait que ça a basculé comme ça? De multiples raisons, mais la raison principale, c'est que l'histoire est constitutive des 4 principes de notre nation. C'est pas moi qui le dis, c'est Ernest Renan qui disait que l'histoire, avec l'égalité, la liberté bien sûr, la liberté, il insistait sur la liberté d'expression. Ça, c'est important aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette lente montée de l'ignorance, on voit bien, prospère sur cette de plus en plus, les élites sont de plus en plus vraiment ignorantes et ils connaissent ignorantes de leur histoire, de leur propre histoire de France. Et ça, c'est dangereux parce que, justement, par exemple, le communautarisme prospère justement sur le manque de racines et de valeurs de la nation française. C'est l'histoire de France qui faisait aimer la France à tous les nouveaux immigrés. Et depuis quelque temps, justement, depuis une trentaine d'années, on donne plus la France à aimer à tous ces nouveaux émigrés qui arrivent, alors qu'avant l'intégration se faisait, on peut citer le grand Romain Gary, Roman Cassiev de son vrai nom, est arrivé en France en 1935, et il connaissait déjà tout de l'histoire de France, et il a cette phrase magique: je n'ai pas une goutte de sang français, mais la France coule dans mes veines. Donc l'histoire était vecteur d'intégration, et depuis 30 ans, même 40 ans maintenant, on a complètement oublié, parce que l'histoire de France, c'est le mot France qui dérange. Ah d'accord. Voilà. Le mot France aujourd'hui, le mot patrie, le mot sentiment national, vous ne le trouverez plus dans aucun manuel d'histoire. C'est presque devenu un mot, je dirais pas obscène, mais obscène, voilà. Parce que depuis 30 ans, il y a 3 ou 4 grands détracteurs de l'histoire de France. C'est malheureusement l'éducation nationale et les programmes scolaires. Ensuite, les groupes communautaires qui montent en puissance. On le voit avec des groupes comme le CRAN, le Conseil représentatif des Noirs de France, qui voulaient complètement déboulonner toutes les statues de Colbert. C'était l'année dernière. Toutes les lycées, les rues. Pareil pour Lyautey, un groupe communautaire marocain à Angers, a lancé des pétitions pour débaptiser l'avenue Lyautey d'Angers. Pareil pour Federbe à Lille, et Martine Aubry les a reçus à Lille, le grand maréchal Federbe, parce qu'il avait fondé Dakar, parce que c'est des grands généraux coloniaux. Et pour toute cette élite française renforcée par les universitaires, le monde se divise en 2. Il y a d'un côté les oppresseurs, de l'autre les oppressés. Et nous, la France et les pays occidentaux font partie des oppresseurs. Et c'est malheureusement donc le discours. Il faut supprimer les traces des
soi-disant oppresseurs. Oppresseurs c'est ça. coloniaux. Ouais. Et c'est intéressant de voir qu'il y a une corrélation avec les prêches des imams dans les mosquées qui divisent aussi le monde en deux. Hein, Ouais. entre le bien et le mal, et la France est dans le camp du mal. Donc au lieu de donner la France à aimer à nos enfants, à nos jeunes migrants, aux nouveaux arrivants, on leur donne la France à haïr. Mais je vais vous dire, moi je vais vous donner un exemple en foi de ma jeunesse à Beyrouth, puisque je suis né et j'ai grandi à Beyrouth. Je me rappelle d'une chose, si Versailles m'était compté de Sacha Guitry. Magnifique. Et je vais vous dire, je l'ai vu dans une salle de Beyrouth, il y a un temps, ça ne me rajeunit pas. Mais quand passait Louis XIV et quand passait Napoléon, les gens applaudissaient dans la salle. vous vous rendez Les compte. spectateurs libanais applaudissaient à Napoléon et Louis XIV. Je l'ai vu et entendu ça. Donc il y avait une espèce d'empathie, d'amour de la France, et à travers ces personnages, bien sûr. Oui, après, parce on qu'ils peut discuter incarnent- les personnages, mais bon. Ils ont supprimé tous ces grands personnages avec la chronologie, même si bon, il faut Jean-Michel Blanquer fait des efforts dans notre sens. Hein, il faut quand même. Hein, il a dit, il a essayé de justement les nouveaux programmes de lycée. Sont bien meilleurs que les précédents, pour une fois. Donc ils en sont conscients. Mais le mal est fait depuis 30 ans. Et c'est d'avoir supprimé les personnages qui donnaient chair à l'histoire. C'est ça, humaniser l'histoire. Et aujourd'hui, on n'apprend plus que d'histoires thématiques qui passent à travers l'antiracisme, bien sûr, le féminisme, alors l'histoire des femmes au 16e, l'histoire des femmes au 17e, l'histoire des femmes au 18e. Ah oui. Bon, C'est les j'adore programmes, les ça. femmes, Ouais. mais oui. c'est pas. Je préfère quand même qu'on apprenne d'abord Louis XIV et Napoléon, alors que regardez, Napoléon n'a même pas été célébré cet été. Les 250 ans de sa naissance ont été totalement occultés parce qu'il fallait pas braquer la communauté antillaise. Parce que derrière, bien sûr, on retrouve les Lilian Thuram, les Christiane Taubira, les Hidalgo, qui dès qu'on doit parler de Napoléon, on parle de dictateur, de colonialiste et même d'esclavagiste. Je l'ai entendu Oui, constamment. Alors que, non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que l'histoire, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, Dimitri Kazali, l'histoire sert de remettre dans le contexte aussi, de remettre dans le contexte de l'époque. Faut pas télescoper c'est les anachronismes imbéciles, Voilà, faut pas télescoper hier et l'anachronisme. aujourd'hui. Voilà. Vous avez, cher André, prononcé le mot aujourd'hui. Il y a la lente montée de l'ignorance qui se télescope avec l'anachronisme. Hein, comme les gens sont de plus en plus ignorants, et ils pensent qu'ils interprètent tous ces faits historiques. Le rétablissement de l'esclavage en 1802 par Napoléon est pris comme une chose infâme, une infamie. Mais quand on replace dans le contexte en 1802, je ne justifie pas l'esclavage, mais je sais très bien qu'en 1802, le monde entier, la planète entière, pratiquer l'esclavage. Et n'oublions pas les traites négrières, Et voilà. arabo-musulmanes et africaines, parce C'est qu'on ne là. parle que la traite transatlantique. Eh oui, et c'est l'autre, là. quand même, elle est là. Moi, je dis, je suis violemment, l'esclavagisme était un crime contre l'humanité, tout ce c'est clair, mais pas de deux poids et deux mesures. Et puis Pas de géométrie variable. Surtout toutes ces associations, et puis le fameux comité national pour la mémoire de l'esclavage, hein, créé en 2005, oublie une chose essentielle. C'est qu'aujourd'hui, le dernier rapport de l'ONU fait état de 26 millions d'esclaves à travers le monde. Hein, aujourd'hui même, hein, de la Mauritanie au Pakistan. Et au lieu de condamner les Français pour ce que nous avons fait il y a 3 siècles, on ferait mieux de s'activer et de combattre l'esclavage aujourd'hui même, bien sûr. Dimitri Kazali, je lisais tout ce que vous écrivez et tout cela. Et dites-moi alors, pourquoi Jeanne d'Arc ? Pourquoi Jeanne d'Arc est elle aussi marquée, non pas du sceau de l'infamie, n'exagérons pas, mais quand même... Pourquoi Jeanne d'Arc, voilà, c'est une femme, tout le monde peut le comprendre seul. Jeanne d'Arc est devenue l'égérie du Front National, du RN. Et donc, donc si Jeanne d'Arc devient du RN, si j'aime bien Jeanne d'Arc, je fais le jeu du FN où je suis parti du RN. Quoi. Tout à fait. On a vu des inspecteurs généraux de l'éducation nationale déconseiller. J'ai de multiples témoignages parce que précis, qui déconseillaient l'enseignement de Jeanne d'Arc parce que pro-FN. Alors que c'est une bêtise sans nom, parce que Jeanne d'Arc, à travers le monde entier, est le symbole du
patriotisme. Il y a des statues de Jeanne d'Arc à Toronto, à Canberra, à Washington. Il y en a 3 en Russie. Les Russes pensent que Jeanne d'Arc a inventé le patriotisme. Regardez le nombre de grands films du cinéma qui incarnent. Et nous, aujourd'hui, on préfère se couper un bras en oubliant d'enseigner Jeanne d'Arc à nos enfants parce qu'il faut surtout pas braquer les populations migrantes arrivant ou musulmanes même, parce que aussi la Jeanne d'Arc est la preuve que la France, dès 1429, pour la liberté de la femme est née en France, et Jeanne d'Arc prouve que la femme n'est en rien inférieure à l'homme. Puisque et c'est les elle Français qui dirigeait, c'est Voilà. elle qui fonçait, c'est elle qui... C'est la France qui a inventé ça, la liberté de la femme. Ouais, et c'est vrai que c'est assez extraordinaire, mais alors évidemment, et Voltaire quand même. Voltaire, c'est le siècle des Lumières. Voltaire, c'est la personne qui a dit d'ailleurs, je ne suis pas, enfin, je transmets, c'est pas les mots mot pour mot. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis en opposition totale avec vous, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez vous exprimer. C'est Voltaire. Ah bah, bien sûr, là, on parlait des 4 principes constitutifs de la nation française. Il y a en premier, je vous l'ai dit, la liberté d'expression. Et la liberté d'expression doit tout à Voltaire et à Montesquieu. Alors on grand reproche philosophe. quoi à Voltaire ? D'avoir trop bien parlé, justement, on l'attaque, on dit aujourd'hui qu'il est homophobe, qu'il est raciste, esclavagiste, parce qu'il avait des parts dans une compagnie de la traite négrière. D'ailleurs, ce qui est totalement faux, ça, si on creuse un peu ce sujet de Voltaire esclavagiste, qui a placé son argent auprès des armateurs, c'est une fausse lettre de dénonciation, ça n'a rien. Et ensuite, surtout, c'est le créateur de la tolérance, Oui, bien et sûr. surtout de la laïcité à la française. En fait, la laïcité à la française, il faut pas croire, la laïcité, c'est typiquement français, parce que ça date pas de 1905. Bien ça sûr. date justement, les grands philosophes comme Voltaire l'ont théorisé. Les Lumières. Les Lumières, mais ouais. en fait, c'est un principe millénaire de la France, puisque dès Philippe IV le Bel, en 1302, quand le roi de France s'oppose à la papauté, il y a cette spécificité qui va libérer la France du carcan de la religion. Oui, c'est vrai, on l'oublie ça. Et on l'oublie quand on me parle 1905. Non, c'est un principe millénaire, la laïcité. et ça, c'est- Pas à la française, c'est français. Non. Les anglo-saxons ne peuvent pas comprendre, justement, au Congrès, aux États-Unis, ils nous attaquent là-dessus. Ils ne Ouais. comprennent pas que mais pourtant, c'est ça l'universalisme français. Et ça, vous le dites dans votre livre, Dimitri Casali, et l'historien que vous êtes fait bien de rappeler, effectivement, vous savez, c'est toujours pareil, retrouver le sens des mots, retrouver les mots les purs de la tribu. Et à votre avis, là, aujourd'hui, est-ce que, honnêtement, vous dites d'ailleurs qu'on instrumentalise un peu les grands hommes de l'histoire, enfin les grands hommes ou les grandes femmes d'ailleurs, quelles qu'elles soient. Mais est-ce que ce discours-là, effectivement, Blanquer est en train un tout petit peu, Jean-Michel Blanquer... Enfin, il fait ce qu'il peut, mais les ouais. syndicats enseignants comme Sud Éducation, par exemple, sont terriblement gauchistes et il ne peut rien faire. Et alors, à votre avis, vous seriez Dimitri Casali, ministre de l'Éducation nationale? C'est pas impossible, hein, on verra. Qu'est-ce que vous feriez en premier? Quel serait, à votre avis, pour rétablir un peu cet équilibre et pour ne pas être prisonnier de la doxa, effectivement, indigéniste, disons, qu'est-ce que vous feriez en premier? C'est changer les programmes scolaires, faire quoi? Tout basé sur deux choses, l'éducation et la culture. Il y a une culture française, contrairement à ce qu'avait prétendu à un moment un candidat à l'élection présidentielle, une immense culture française. Et il faut multiplier le budget de la culture par 10. Je vois pas, on parle l'écologie, mais si on faisait autant d'efforts dans la culture et l'éducation qu'on en fait dans l'écologie, ce serait magnifique. Il faut forcer, il faut que ce soit impératif que dans toutes les banlieues, on fasse des cars, on amène nos enfants, on les fasse rentrer dans les cathédrales, dans la cathédrale de Notre-Dame. Moi, quand j'étais prof en banlieue, en zone d'éducation prioritaire, il y avait encore, il y a plus de 10 ans, des enfants d'origine musulmane qui refusaient de rentrer dans les cathédrales des visites scolaires. Donc aujourd'hui, ça a été multiplié par 10. Il faut que ce soit
impératif qu'on ne leur donne pas le choix. Un enfant de 12 ans n'a pas le choix de refuser à son professeur de rentrer dans une cathédrale. En fait, c'est vrai que c'est une véritable, non seulement une question de choix, une question de volonté et de courage. De volonté politique. Il y a un patrimoine, ce patrimoine, qu'on soit chrétien, juif, musulman ou athée, eh bien, il faut le respecter. Dimitri Casali, restez avec nous. Et vous bougez pas, vous allez attendre nos auditeurs sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff. Les amis, vous nous avez entendu, on est toujours avec notre invité Dimitri Casali qui nous présente son livre Le grand procès de l'histoire de France, publié chez Robert Laffont. À partir de maintenant, vous nous appelez 0826 300 300. Tiens, c'était quoi les programmes d'histoire quand vous étiez à l'école vous-même? C'est quoi les programmes d'histoire aujourd'hui quand vos enfants ou vos petits-enfants y sont? Venez en parler avec André Berkoff et son invité Dimitri Casali. On se retrouve dans quelques minutes, juste après un petit rappel des informations sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, Louis XIV, Colbert, Jeanne d'Arc, Napoléon, quoi, on va les mettre au rencard? Pas question. Et maintenant les auditeurs, c'est à vous, avec Dimitri Casali et moi. Et je vous rappelle, oui, on est toujours avec notre invité, l'historien Dimitri Casali. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour revenir sur tous les sujets qui ont été abordés au cours de l'émission Berkoff dans tous ses états. On retrouve tout de suite Michel. Oui, bonjour Michel. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Donc ce qui me fait réagir, c'est le maire républicain qui a tenu des propos qui sont, j'estime, scandaleux. Je pense que Monsieur Jacob, fraîchement élu, devrait lui retirer sa carte parce que quand on appartient à un parti, on doit avoir des propos d'un certain niveau. Je pense qu'il devrait être destitué de sa fonction de maire. C'est pareil, il ne tient pas son rang, c'est pas des propos admissibles. Et enfin, je pense que les associations des victimes Bataclan, Nice, etc., devraient porter plainte contre lui parce qu'il y a des choses qui sont vraiment inadmissibles. Je suis d'accord avec vous. Je rappelle simplement aux auditeurs que ce monsieur, donc maire LR de Saint-Étienne, a mis sur le même plan jambon beurre Beaujolais et Daesh et les attentats islamistes. Voilà. Alors, oui, je voulais juste compléter mon propos très rapidement. Je ne sais pas si vous avez l'information concernant Madame Avrine Kalaf, qui a 35 ans, qui était la coprésidente du parti Avenir de la Syrie, qui a été assassinée le 13 octobre, sauvagement. Par les soldats turcs. Donc, j'estime, vous avez votre invité historien, je salue par la qualité aussi de ses propos. C'est une Jeanne d'Arc qu'on vient d'assassiner. Personne n'en a parlé. C'est horrible. Elle a été martyrisée, sortie de la voiture, son chauffeur également, tous les deux traités comme violés, décapités, etc. Voilà. Et alors, quand à côté de cela, je vois un maire qui se permet des propos comme ça, quand je vois le cinéma que font de nombreux médias sur le petit garçon qui pleure dans les bras de la maman, le petit garçon qui... Oui, l'histoire du voile du voilà. conseil régional de Franche-Comté. Oui, le petit garçon qui ne serrera pas la main des petites filles à l'école plus tard, parce que vu qu'elle était habillée en noir complètement, c'est quand même une pratique, on va dire, forte de sa religion et qui tend à donner ses comportements plus tard. Alors quand je vois ce maire, quand je vois cette femme, quand je vois la femme qui a été interpellée parce qu'elle conduisait très mal et qu'elle n'a pas voulu présenter ses papiers hier au soir à la police, etc., je me dis qu'il y a deux sortes de France. Il y a des gens qui la détruisent, ceux-là en font partie, et puis il y a ceux qui la construisent, comme Monsieur Odule, comme votre historien, qui, comme vous-même, qui, avec la parole libre et sensée qu'on rencontre toujours sur votre radio, fait honneur à ce combat pour ceux qui aiment la France. Merci Michel. Écoutez, en tout cas, nous, on va continuer, c'est clair. Dimitri Casali, peut-être une réaction ? Ah bah oui, sur la résistante kurde, j'ai proposé l'année dernière un ouvrage sur les femmes kurdes combattantes que je trouve absolument remarquable. J'avais intitulé ce projet qui n'a pas abouti, Les femmes qui en ont. Parce qu'aujourd'hui, les femmes, enfin vous me comprenez, qui ont des... On vous a compris, Voilà, on a compris. Et souvent, les femmes sont plus courageuses que les hommes. En tout cas, c'est vrai. Celle-là l'était. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. On remercie Michel d'ailleurs qui vient de nous quitter. On retrouve tout de suite Joseph qui a une question pour notre invité. Oui, Joseph, bonjour. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, c'est formidable votre émission André, comme d'habitude, je l'écoute tous les jours. Je vous écoute tous les jours parce que ainsi que Sud Radio.
Oui, moi je suis un émigré depuis 65 ans. Je suis émigré. On a dû quitter notre pays en catastrophe, mais Quel pays, si c'est pas indiscret c'est un pays qui est colonisé, qui n'est pas loin de la France, c'est-à-dire la Sardaigne. D'accord. Avec une culture millénaire, etc., avec une langue tout à fait différente que l'italien et tout. D'accord. Mais mes grands-parents, moi j'ai eu la chance de connaître mes grands-parents, ils étaient amoureux de l'histoire de France. Ils étaient amoureux. Déjà, notre deuxième langue, d'ailleurs, après le sarde, c'était plus le français. Dans ma famille, tout le monde parlait français. Et on aimait l'histoire de France. On aimait ce pays qui donnait la possibilité d'avoir de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. Et quand je vois que la majorité des Français, mais vous vous rendez compte, dénigrent eux-mêmes, enfin pas la majorité, excusez-moi, la minorité, surtout les 25%, je vais dire, de l'élite, les bons pensants, dénigrent carrément que ce soit la langue, que ce soit l'histoire, que ce soit la façon de vivre, etc. C'est tout anglo-saxon, c'est mieux, etc. Et nous, qui aimons la France, on a tout fait pour pouvoir vivre en France. Et rendez-vous compte, quand on est jeune, on veut faire partie de ce pays, et eux nous la dénigrent. Et nous, qui ne sommes pas français, on la défend et tout. Mettez-vous à la place des jeunes qui naissent et qui n'ont plus cet aspect de nation, d'appartenir à une grande famille qui est l'égalité, fraternité que la France a créée. C'est quand même terrible. Ouais. C'est tous ces élites, ces 25% que je les appelle de Français, qui gouvernent depuis quelque temps, et les bien-pensants, etc., sont en train de détruire. Pourquoi ? Justement, pourquoi Joseph, justement, Dimitri Caselli va vous répondre sur cette élite, notamment déformante. Oui, tout à fait. Cette élite politique qui est rejointe par une élite médiatique. Donc l'élite politique, on en a parlé tout à l'heure, une loi mémorielle comme la loi Taubira, donc que Christiane Taubira a fait passer en 2001, a fait énormément de mal à l'enseignement de l'histoire, puisqu'elle prescrit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Certes, ça c'est une vérité, mais ensuite elle prescrit que chaque année des petites classes de primaire jusqu'au lycée, chaque année on doit bourrer le crâne à nos élèves avec le rétablissement de l'esclavage, au détriment, effectivement, des grandes merveilles de l'histoire de France, de François Ier et surtout Louis XIV. Savez-vous que Louis XIV, on avait, à l'époque, encore en 1980, dans les manuels Mallet-Isaac, qui étaient opérationnels jusqu'en 81 même, je pense, il y avait plus de 100 pages sur Louis XIV et la grande culture française, qui passait par Molière, bien sûr, Lully, et les grands architectes. Molière, Racine, on apprenait voilà, les peintres, Lebrun, les architectes, Levaux et le jardinier, le nôtre. Voilà, on inculquait cet amour de la France que le monde entier nous envie. Il faut voir aujourd'hui, si 90 millions de touristes viennent chaque année en France, c'est justement pour voir Versailles, pour visiter les Invalides. Et nos élites, comme vous avez dit, les politiques, n'ont pas compris que le soft power de la France passait avant tout par notre histoire. Il faut arrêter de se battre la coulpe. Il faut être fier de Louis XIV et de Napoléon. Il faut cesser de les traiter de dictateurs ou de monarques absolus, ce qui est faux quand on replace dans le contexte historique de l'époque. La France était à l'époque la première puissance du monde. Il faut le dire, Louis XIV avait obtenu le salut au pavillon français quand un navire du Siam, de la Thaïlande, si vous préférez aujourd'hui, croisait un navire de la Royale. Il se devait d'abaisser son pavillon pour saluer la France. C'était une autre époque, effectivement. On continue à la raconter avec notre invité Dimitri Caselli. On remercie aussi Joseph d'être intervenu sur Sud Radio. Et tout de suite, on retrouve au 0826 300 300 Régis. Bonjour à vous, Régis. Oui, Régis. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Alors moi je voulais intervenir sur un sujet un peu différent, c'est-à-dire le problème des listes dites communautaires. Moi je ne suis pas effrayé du tout parce que pour 2 ou 3 raisons. La première, c'est que la République en a bien connu d'autres. Au départ, elle a été votée par une seule voix. Il y a eu des royalistes jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale à l'Assemblée. Il y a des mairies qui, je sache, aujourd'hui sont tenues en Corse par des indépendantistes.
bon, et c'est pas pour ça que la République va tomber. S'il doit y avoir des listes dites communautaires, et notamment, je pense que les gens pensent surtout à des listes animées par des musulmans, à partir du moment où ils respectent les lois, qui notamment la parité homme-femme, la liste Shabada, et qui ne font pas l'apologie du terrorisme, je vois pas pourquoi on les interdirait plus que les indépendantistes corses, ou bien les royalistes, ou bien les bonapartistes, ou bien je ne sais quelles autres personnes qui représentent des idées beaucoup plus anti-françaises. Et d'autre part, je pense que si ces listes apparaissent, c'est qu'il y a eu un problème, et ce problème, c'est un problème de rejet sur certains territoires, c'est un problème de non-acceptation de la différence par la population française, et s'ils sont majoritaires dans un territoire et qu'ils respectent les lois de la République, ça ne me fait pas peur. Très bien, Régis, je crois que Dimitri Casali va vous répondre. Effectivement, ce que dit Régis, et sa thèse, c'est que oui, pourquoi il n'y aurait pas des listes communautaires, disons, dites religieuses, etc., comme il commence à y en avoir. Dimitri Casali. Mais Régis a bien dit, si il respecte les lois de la République française. Et le problème majeur aujourd'hui, vous avez vu, toutes les études se recoupent, que ce soit Jérôme Fourquet, l'Institut Montaigne. Aujourd'hui, plus de 28% des musulmans placent les lois de la charia au-dessus des lois de la République. Et pire encore, 50% des moins de 25 ans, le danger est là. Tous les jeunes immigrés français musulmans placent les lois de la charia, donc un jeune sur deux, au-dessus des lois de la République. Donc comment voulez-vous qu'ils respectent notre République française, basée sur la liberté d'expression, sur l'égalité des femmes et des hommes depuis Jeanne d'Arc 1429, et surtout sur cet amour de l'histoire, de notre histoire et de la culture française, qui est une culture immense et merveilleuse. Régis, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vois pas la différence qu'il pourrait y avoir entre ces gens-là qui peuvent, en tant d'exprimer des opinions qui effectivement paraissent contraires aux lois de la République, et puis les royalistes chrétiens de Maurras dans les années 30. Il n'y en a plus des royalistes, il n'y en a plus. Non, mais la plupart, il y en a eu. Vous vous rendez compte, 28%. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y en a eu des royalistes, et ils ont été, je ne sais pas combien ils représentaient Monsieur Maurras, si on avait eu les sondages dans les années 30, je ne sais pas combien il aurait pu représenter. Et ces gens-là étaient bien aussi dangereux que des listes musulmanes extrémistes. Non mais Régis, c'est un problème de tolérance. Je veux dire, on est une démocratie ou on n'est pas une démocratie. Non, le vrai problème, Régis, je crois qu'il n'est pas là. Il est effectivement, il y a eu, et bien sûr, vous pouvez remonter plus loin, l'Église catholique, effectivement, a été une Église extrêmement totalitaire il y a 2 siècles ou 3 siècles. Le problème, c'est que nous vivons en 2019, et vous avez ce qu'a dit Dimitri Casali, un certain nombre de gens, et je ne dis pas c'est loin d'être la majorité des musulmans, mais justement, ils veulent instrumentaliser les musulmans et les prendre en otage. C'est totalitaire, radicalisé. Ils veulent ça, c'est ça qu'ils veulent. C'est pas le problème des musulmans, c'est le problème d'une minorité totalitaire qui veut prendre en otage. Or, le problème, si vous voulez, eux, ils veulent gagner du terrain. Donc, il faut faire très attention à ce que les lois de la République, encore une fois, ne soient pas foulées aux pieds. Et on ne peut pas attendre qu'ils soient foulés aux pieds pour voir ce qui se passe, vous voyez, Régis. C'est ça le problème. C'est qu'ils le disent, eux. Ils le disent. La femme, vous savez très bien, dans les tribunaux charia, prenons un exemple très précis, Régis. Dans les tribunaux charia, la femme doit toucher la moitié en héritage de l'homme. La femme n'est pas sur le même plan. Donc, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça ? C'est ça le problème. Vous voyez ? Mais là, on parle d'élections municipales. Ben oui, je vois pas comment même un maire d'un parti musulman extrémiste pourrait changer les lois sur l'héritage. Oui, sauf qu'il peut le faire comme en Angleterre. Vous savez qu'il y a déjà des tribunaux islamiques qui pratiquent la charia. Et pourquoi, s'ils se pratiquent en Angleterre, ça ne se pratiquerait pas en France ? C'est l'Angleterre, hein. Je ne parle pas de l'Arabie Saoudite ou autre. Vous voyez. Enfin, en tout cas, il faut être, je crois, très vigilant. Je comprends votre point de vue et vous avez raison qu'il faut être dans la démocratie ouvert à tous.
Mais voilà, il faut être vigilant. Et l'intervention d'ailleurs de Régis sur Sud Radio rappelle à tout le monde que tout le monde est le bienvenu sur cette antenne, quel que soit son point de vue, du moment qu'il le défend. Et Régis l'a plutôt bien défendu d'ailleurs dans son genre. En tout cas, 0826 300 300, on ne peut plus prendre vos appels. On s'excuse auprès d'Olivier qui attendait, mais on n'aura pas le temps de lui donner la parole. On remercie notre invité, l'historien Dimitri Casali, qui nous présentait son livre Le Grand Procès de l'histoire de France. Et aussi les enfants qui ont fait l'histoire. Absolument. Aux éditions First. Voilà. Et en tout cas, Le Grand Procès de l'histoire de France est publié chez Robert Laffont.